Chers amis, je vais vous parler aujourd'hui de la déconstruction de l'école de la République par la gauche pédagogiste et syndicale. Pour essayer de comprendre l'état du système éducatif, son délitement actuel, alors qu'il fut, il y a quelques décennies, l'un des meilleurs au monde, je vous avais d'abord parlé de la trahison des clercs, c'est-à-dire, au fond, de la droite, dont l'attitude vis-à-vis de la question éducative a toujours été marquée soit par la désinvolture, soit par le mépris. Je vais vous parler aujourd'hui de l'attitude de la gauche par rapport au système éducatif. Mais auparavant, je voudrais vous rappeler qu'il y avait, après 1945, et puis sous la Ve République aussi, une sorte de compromis historique tacite entre la droite et la gauche, selon lequel la droite s'occupait essentiellement des questions régaliennes et de l'économie, tandis que la gauche s'appropriait la question culturelle, la politique culturelle et la politique éducative de la France. Ce compromis a été respecté, bon an, mal an, pendant pratiquement 50 ans. Aujourd'hui, nous allons regarder de près comment la gauche, autrefois porteuse des valeurs de l'école de la République, que d'une certaine manière elle a fondée, a abandonné celle-ci au profit d'un discours déconstructiviste qui est largement responsable de l'état actuel du système éducatif, qui l'a profondément déstructuré. La période qui s'étend des années 60 à nos jours aura vu s'opérer une profonde mutation idéologique au sein de la gauche. La gauche a abandonné le grand récit marxiste-léniniste qui structurait sa vision de l'histoire et du progrès de l'humanité. Ce grand récit trouvait son origine intellectuelle et théorique, philosophique, dans la Révolution française et évidemment dans les écrits de Marx et Engels. Jusque dans les années 60, le modèle de l'école républicaine était un modèle inspiré des valeurs de la Révolution française. Il s'agit toujours dans les textes, mais beaucoup moins dans les faits, de fabriquer un citoyen de la République française, éclairé, capable d'exercer son libre arbitre. Il s'ensuit donc que la pédagogie, le principe de transmission, l'autorité du maître étaient des notions centrales dans le fonctionnement de l'école républicaine. Le modèle pédagogique était simple. Transmission verticale, frontale, si je puis dire, du point de vue pédagogique, mise en avant et en valeur du mérite scolaire, du travail, de la rigueur, valeur des diplômes, ascenseur social par le mérite scolaire. Ce modèle a été le modèle de référence du système éducatif français jusqu'aux années 60. À partir des années 60, avec le point culminant de 68, ce modèle pédagogique et éducatif a été attaqué de toutes parts par une idéologie qui se disait de gauche, en fait gauchiste. Le structuralisme, venu de la linguistique de Saussure, modifie radicalement l'enseignement du français, c'est là qu'on voit apparaître la méthode globale de Foucambert, et l'enseignement des mathématiques. Pierre Bourdieu et Jean-Claude Passeron, les papes de la sociologie, de l'école française de sociologie, affirment que le système scolaire reproduit les inégalités sociales et qu'il est au fond un moyen pour la bourgeoisie d'assurer sa prééminence sur la société et sur les classes populaires. Il s'ensuit donc que pour que les enfants du prolétariat puissent suivre, il faut baisser le niveau d'exigence, notamment pour tenir compte aussi de l'arrivée en France, de l'arrivée massive en France, par suite du regroupement familial, de populations immigrées qui ne sont pas de culture occidentale. Philippe Mérieux, quant à lui, considère que toute pédagogie doit être constructiviste. Alors, je vais lire le passage, c'est-à-dire être une construction dynamique et continue, liée à l'activité créatrice de l'enfant, fondée sur des intérêts et des besoins profonds. De ce point de vue philosophique et théorique sur la pédagogie, découle la fameuse phrase « L'élève est au centre du système éducatif » qui figure dans la loi Jospin de 1989 et qui a profondément bouleversé le rapport pédagogique et notamment le rapport du maître à l'élève. Les théories de Bourdieu, Passeron, Mérieux et d'autres
ont fondé ce que l'on appelle le pédagogisme. Et ce pédagogisme, qui vient contredire directement, de manière orthogonale, la transmission telle qu'elle était voulue par Jules Ferry et ses successeurs, ce pédagogisme a été ensuite enseigné massivement dans les instituts universitaires de formation des maîtres, qui sont les ancêtres des actuels INSPE, Instituts nationaux supérieurs du professorat et de l'éducation, et sont devenus une doxa, une doctrine officielle, dont il est très difficile de s'affranchir aujourd'hui et qui a produit les résultats pédagogiques, éducatifs, catastrophiques que nous constatons et mesurons aujourd'hui. Cette nouvelle théorie pédagogique a également eu pour effet de déconstruire complètement l'enseignement de l'histoire. L'histoire de France était enseignée de manière chronologique. Autrefois, il y avait, souvenez-vous, pour les plus anciens, dans les classes du premier degré, des frises historiques qui illustraient l'histoire de France comme un récit national, comme un roman national, qui n'avait rien de mythique, mais qui au contraire était fondateur pour chacun des élèves du principe d'identité, de se rattacher à un territoire, à une histoire, à une géographie, à des racines. Et c'était tout à fait capital pour les élèves, ceci évidemment, quelle que soit leur origine géographique ou sociale ou même culturelle. Aujourd'hui, l'enseignement de l'histoire est totalement déstructuré. Il cultive aussi largement une pseudo-culpabilité de la France vis-à-vis de ses anciennes colonies, ou même vis-à-vis de l'histoire globale. Cet enseignement de l'histoire est devenu très idéologique, très ancré dans les théories wokistes de la déconstruction, en fait. Et le total de toutes ces atteintes portées au principe de transmission et d'autorité du savoir produit, en fait, la déconstruction de l'école de la République. Et le pédagogisme soutenu par la gauche, les gauchistes d'abord, puis la gauche institutionnelle, puis ministérielle ensuite, et toléré par la droite, aura fait de l'école ce qu'elle est aujourd'hui, c'est-à-dire un navire qui progressivement sombre et s'enfonce. La gauche aura donc brûlé aujourd'hui ce qu'elle adorait hier, mais elle l'aura fait surtout aussi avec l'aide active et très engagée des organisations syndicales du personnel enseignant. Les organisations syndicales, qu'on appelle OS dans le jargon, les OS donc de l'éducation nationale, n'échappent pas au mouvement de mutation qui a bouleversé la gauche française. La gauche française a abandonné le prolétariat, la référence même à la dictature du prolétariat, ou en tout cas au prolétariat comme classe sociale, la classe ouvrière, au profit, au bénéfice, si j'ose dire, de pseudo-minorités de tout poil, et au profit de minorités exploitées ou méprisées, que seraient les musulmans, les noirs, etc., les anciens colonisés. Nous connaissons tout cela. Les organisations syndicales n'ont pas échappé à cette nouvelle vulgate islamo-gauchiste et wokiste. Je n'invente rien pour s'en convaincre, il suffit de se reporter aux délibérations et motions des congrès syndicaux annuels des principales organisations syndicales de l'enseignement. Je n'invente absolument rien. Pour bien comprendre ce qui s'est produit, il faut réaffirmer ici que les syndicats, qui étaient tous d'obédience marxiste, ont abandonné le marxisme, c'est-à-dire la lutte des classes, au bénéfice d'une nouvelle pensée, si on peut appeler ça une pensée, en tout cas une nouvelle théorie historique, selon laquelle l'histoire du monde ne serait pas l'histoire de la lutte des classes, ni l'histoire encore moins de la lutte des nations, mais l'histoire des dominés et des dominants, du conflit permanent entre les dominés et les dominants. Alors nous, évidemment, les Occidentaux sommes dans les dominants. Et les syndicats sont du côté des dominés, dont je faisais une énumération tout à l'heure, c'est-à-dire les musulmans, les anciens pays colonisés, les anciens peuples colonisés, mais également les femmes, bien sûr, les homosexuels, enfin, tout ce qui prétend être opprimé de manière systémique par l'État aujourd'hui. Donc les syndicats ont adopté cette nouvelle idéologie dont ils ont fait, à leur tour, un horizon indépassable du point de vue théorique. C'est très embêtant parce que, si vous voulez, la littérature syndicale est pleine de ces billevesées et pèse beaucoup, évidemment, sur la formation d'une opinion publique professionnelle du monde enseignant, ce qui ensuite a des conséquences sur l'enseignement lui-même et donc sur la culture délivrée à nos élèves. Il s'ensuit donc que les syndicats, loin de se cantonner à ce qui devrait être leur mission première, à savoir la défense
des intérêts matériels et moraux de leurs mandants, ce qui est parfaitement légitime, constitutionnel et absolument indispensable, se sont érigés en donneurs de leçons politiques, idéologiques, morales même, n'est-ce pas, et défendent des points de vue qui sont de nature proprement politique, ce qui est totalement contraire à ce que devrait être leur mission. Il faut dire que les syndicats bénéficient à cet égard de l'indulgence coupable des ministres très nombreux qui se sont succédés au 110 rue de Grenelle. Je dis très nombreux parce que la durée moyenne d'exercice d'un ministre de l'Éducation nationale sous la Ve République n'excède pas 2 ans, durée moyenne, 2 ans. Les syndicats, quant à eux, évidemment, se caractérisent par une très grande longévité de leur cadre dirigeant, à l'ancienne, à la soviétique, et donc ça leur donne un avantage certain sur des ministres qui parfois découvrent à peine le domaine qu'on leur confie avant d'être appelés à d'autres fonctions. Sur le plan politique et sur le plan de l'influence politique, les syndicats du monde enseignant disposent aussi, vous le savez sans doute, de toute la galaxie des associations périéducatives qui accompagnent, soi-disant, l'action éducatrice. Je citerai entre autres la MGEN, la Maïf, assureur militant, et ça va beaucoup plus loin que ça. Il y a énormément d'associations de toute nature, certaines caritatives et qui font bien leur travail, mais d'autres franchement politiques, qui accompagnent l'action politique des syndicats autour de l'éducation nationale et verrouillent en fait un système de manière absolument antidémocratique. J'ajouterai enfin que les organisations syndicales n'hésitent pas à mobiliser et à manipuler, le mot n'est pas trop fort, les lycéens, puisque les syndicats lycéens sont largement subventionnés par les organisations syndicales et que les mots d'ordre revendicatifs des organisations syndicales sont relayés par les syndicats lycéens, ce qui conduit parfois à la présence de ceux-ci dans les rues. Enfin, pour conclure sur la description de l'influence de la gauche syndicale sur le système éducatif français, il faut évidemment parler aussi de la complaisance dont les OS bénéficient auprès des grands médias mainstream, des médias nationaux, qui sont largement, vous le savez très bien, déjà noyautés par la gauche, précisément dans le cadre du compromis historique dont je vous parlais précédemment. La gauche syndicale a de puissants relais dans le service public de l'audiovisuel et dans la plupart des médias nationaux. Au-delà de l'idéologie, il y a aussi des intérêts matériels et moraux qui sont défendus, effectivement, tout de même par les syndicats, mais toujours dans le même sens. C'est du toujours plus. En fait, c'est du toujours moins et du toujours plus. Toujours moins d'enseignement, toujours plus de professeurs. La politique syndicale depuis des décennies consiste à augmenter le nombre de postes pour des horaires de travail en diminution permanente. L'objectif du plan Langevin-Wallon, c'était que tout le monde soit à 24 heures par semaine, n'est-ce pas ? Donc on y va tout doucement. Pour les professeurs du second degré, c'est fait depuis longtemps, mais je parle du premier degré, là, on y est pratiquement. Et il faut encore diminuer. Et augmenter le nombre de professeurs pour compenser évidemment les heures perdues par la diminution des obligations réglementaires de service. Bon, tout cela, alors là, pour le coup, relève parfaitement de l'action syndicale, il n'y a rien à dire là-dessus, sauf que ça coûte extrêmement cher aux deniers de l'État, et que nous arrivons à ce paradoxe, c'est que nous avons un corps enseignant nombreux, on pourrait presque dire pléthorique, puisque nous avons presque autant d'enseignements que les Allemands, qui sont pourtant beaucoup plus peuplés que nous, mais très mal payés, puisque un débutant était à 1 600 € par mois, il sera prochainement à 2 000 grâce à l'augmentation des primes et des indemnités de suivi et d'orientation notamment. Mais enfin, là aussi, le système est bloqué, si vous voulez. Les syndicats ont réussi, grâce à la complaisance ministérielle, à bloquer toute évolution des obligations réglementaires de service, donc du métier d'enseignant, au bénéfice d'une véritable inflation des recrutements. D'ailleurs, la preuve, c'est que nous n'y arrivons même plus. Il n'y a plus assez d'étudiants pour vouloir être professeur dans ces conditions-là. Donc, si vous voulez, le résumé de tout cela, le tableau général, c'est que entre le pédagogisme, qui est une folie en fait, c'est un délire, et l'action politico-syndicale des organisations syndicales, le système est complètement détruit de l'intérieur. Il ne sait plus où il va. C'est un navire sans pilote, sans boussole, sans commandant, généralement. Voyez-vous ? Et donc, c'est pour cela que nous avons les résultats que nous avons aux évaluations nationales et internationales. C'est pour cela que nous constatons tous les jours l'état d'élitement, d'affaissement
de l'école de la République. Après avoir exposé les responsabilités respectives de la droite et de la gauche, je vous parlerai, lors du prochain épisode, de l'état réel du système éducatif. Nous en parlerons franchement, sur la base évidemment d'informations vérifiées et certifiées par des documents officiels. Je vous remercie.